Bonsoir tout le monde. Alors, je me présente, Bassem Ben Zaid, conseiller des services financiers et chargé de la fiscalité. Alors, on va attendre juste 1 à 2 minutes avant de commencer cette intervention. Merci Monsieur Jihed. Merci de me rassurer sur la qualité de la voix avant de commencer. C'est bon, d'accord. Bonsoir Hayet. Alors, je commence. Je me représente encore une fois. Alors, Bassem Ben Zaid, conseiller des services financiers et chargé de la matière fiscale. Donc, aujourd'hui, tout d'abord, bien sûr, je tiens à remercier infiniment l'IT Business School pour cette initiative et pour la qualité des interventions de haute qualité. Donc, aujourd'hui, avec l'apparition et la propagation de coronavirus un peu partout dans le monde, un sujet d'actualité donc se trouve s'oppose à cette conjoncture, à cette économique. Un sujet s'impose, à savoir les politiques fiscales dans cette conjoncture et dans cette crise sanitaire mondiale. Donc, deux questions principales. On va essayer d'avoir une réponse à travers cette intervention, à savoir les mesures fiscales sont-elles efficaces et permettant-elles de contrecarrer d'atténuer donc les effets économiques de cette crise, et dans une deuxième partie, quel est l'impact de cette crise sanitaire sur les conventions fiscales internationales. Donc, à travers la première partie, on va essayer d'avoir une idée générale sur l'orientation prise par l'organisation, par l'OCDE, par l'Organisation de coopération et de développement économique dans ce contexte mondial. Donc, un contexte économique qui est caractérisé par un ralentissement de l'activité économique, également par la baisse de la demande sans précédent et également par une chute terrible du PIB. Et d'après les prévisions de l'FMI, donc l'économie, elle va avoir une décroissance donc durant l'année 2020 qui peut atteindre 3%. Donc, face à cette conjoncture économique très difficile, donc la politique fiscale se trouve l'un des piliers et l'un des solutions. Donc, on va commencer d'abord par définir qu'est-ce qu'on entend par une politique fiscale. Donc, une politique fiscale, c'est l'ensemble des mesures et des orientations qui déterminent les caractéristiques d'un système fiscal. Donc, une politique fiscale, elle doit reposer principalement sur trois axes fondamentaux, à savoir l'équité, l'applicabilité et l'efficience économique. Donc, on a dit que une politique fiscale, c'est l'ensemble des décisions et des orientations qui déterminent les caractéristiques d'un système fiscal et qui permettent de financer les dépenses publiques tout en soutenant l'activité économique. Donc, d'après cette définition, on peut conclure que l'instrument fiscal joue un rôle essentiel comme étant
d'abord un instrument budgétaire, mais aussi un instrument de relance de cette activité économique. Donc, dans ce cadre, l'OCDE a pris exactement 20 mars 2020 un certain nombre de mesures et d'orientations d'ordre fiscal permettant d'orienter les gouvernements et les législateurs sur les principales mesures fiscales qui peuvent être prises à l'égard de cette crise économique. Bien sûr, l'ensemble de ces mesures vont être par la suite adaptées au contexte national. Donc, parmi ces mesures, on peut citer la suppression ou le report de certains impôts et taxes, le report des pertes, le remboursement rapide de la TVA, qui constitue une créance de contribuables donc chez l'État, et également l'ajustement des acomptes provisionnels, chose qui n'a pas été encore prise en Tunisie, des allègements fiscaux et une offre notable de prestations sociales. Donc, l'ensemble de ces mesures ou l'ensemble de ces mesures fiscales vont être par la suite, bien évidemment, exécutées par l'appareil administratif de l'État, à savoir l'administration fiscale. Donc, cette administration qui joue un rôle fondamental dans l'assurance de la continuité de l'activité, de ces activités en interne et la réussite de l'ensemble des mesures fiscales qui ont été choisies par le gouvernement. Donc, l'administration fiscale, comme j'ai dit, elle doit prendre et elle a une mission très importante qui se traduit sur quelques axes qui ont été également prévus par l'Organisation de coopération et développement économique, à savoir des dispositions de gouvernance telles que par exemple une prise de décision, une politique de prise de décision, telle que l'adoption d'une politique de délégation de pouvoir, également la planification des scénarios. Donc, il faut aller jusqu'à, par exemple, le scénario le plus pessimiste dans cette crise, l'identification des activités essentielles et des activités non essentielles, étant donné que cet appareil administratif est pratiquement en fonctionnement en concurrence de 10 à 20% de sa capacité durant cette période de confinement. Également, la mise en œuvre d'un plan de gestion de crise qui va assurer la continuité des activités fondamentales telles que les activités en relation avec le système d'information. Également, la prise des mesures nécessaires pour permettre la sécurité des contribuables et des agents en interne. Également, la prise en œuvre ou l'adoption d'une politique de télétravail et surtout l'assurance d'une communication saine à travers l'adoption des canaux de communication les plus appropriés afin de faciliter l'information fiscale et qu'elle soit perçue par le contribuable au moment opportun et avec la manière la plus appropriée possible. Donc, revenons maintenant au contexte tunisien, au contexte national. Donc, la question primordiale qui se pose, est-ce que l'ensemble des mesures fiscales qui ont été prises par le gouvernement sont suffisantes pour contrecarrer et pour atténuer les répercussions économiques de la crise? Donc, personnellement, je considère que l'ensemble des mesures sont efficaces, mais ils ne sont pas suffisantes. Pourquoi? Parce que l'objectif recherché derrière l'ensemble de ces mesures était de promouvoir la liquidité aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Donc, si l'objectif recherché était la promotion de la liquidité, donc on est dans le court terme. Donc, le scénario le plus difficile pour n'importe administration fiscale dans cette période de crise est le scénario le plus pessimiste, si on veut dire, avec une propagation plus importante du virus et une période de confinement assez
langue. Donc, dans ce cadre, dans le long terme, si on veut dire, les mesures fiscales doivent prendre d'autres orientations, telles que, par exemple, d'élargir l'assiette et de lutter contre l'économie informelle, et également de baisser la pression fiscale, surtout durant l'exercice 2020 ou 2021, là où le PIB il va connaître donc une diminution notable. Donc la pression fiscale, si on va garder les mêmes impôts taxes avec les mêmes taux, donc certainement on va avoir une pression fiscale très importante. Passons maintenant à la deuxième partie de cette intervention, à savoir les répercussions de cette crise du coronavirus sur les conventions fiscales internationales. Alors, l'impact du Covid-19. Donc, et avec les orientations de l'Organisation de coopération et de développement économique, donc, plusieurs mesures et plusieurs orientations ont été prises à cet effet. Donc, partons d'abord de la conjoncture économique, bien évidemment. Donc, du fait des restrictions qui ont été prises et qui ont été imposées par les gouvernements, donc plusieurs problématiques et préoccupations d'ordre fiscal s'imposent. Telles que par exemple la situation des travailleurs frontaliers qui ont quitté les pays où ils sont employés, ou encore la situation des personnes qui sont obligées à rester à leur domicile et à faire le télétravail. Encore, je cite une autre problématique, le changement du siège de direction pour les entreprises à cause de cette pandémie. Donc, toutes ces préoccupations ces problèmes d'ordre fiscal nécessitent l'intervention nécessitent l'intervention de cette organisation pour répondre à une question primordiale. Donc, comment répartir le droit d'imposition entre les pays? Donc, si vous avez bien compris, on va parler certainement des termes clés dans les conventions fiscales internationales, à savoir la notion de résidence et la notion de l'établissement stable. Donc, face à cette problématique, comme j'ai déjà exposé, donc l'OCDE a pris une orientation, suite déjà à la demande de plusieurs États dans ce sens. Ces mesures sont bien évidemment basées sur les fondements et les règles contenues dans les conventions fiscales internationales. Donc, commençons par l'établissement stable. Donc, on va commencer par rappeler la définition de l'établissement stable. Donc, elle désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise peut exercer une ou partie de son activité. Et pour le principe d'imposition, comme vous savez, donc les bénéfices d'une entreprise, d'un État contractant, réalisés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet État uniquement lorsque un établissement, lorsque ces bénéfices sont imputables plutôt à un établissement stable. Donc, vous voyez la relation directe entre l'imposition et l'existence de l'établissement stable, donc la relation directe entre ces deux termes. Donc, s'agissant de l'établissement stable, j'ai pris quelques exemples pratiques dans l'orientation générale de l'OCDE, dont je cite. Donc, pour l'établissement stable, on va voir les trois notions fondamentaux, à savoir le bureau situé au domicile, l'agent constituant un établissement stable et les chantiers de construction. Alors, partons des bureaux. Donc, l'exemple qu'on peut l'avoir, l'exemple frappant qu'on peut le rencontrer suite à cette
pandémie. Donc, pour les personnes qui restent à leur domicile et qui travaillent à distance, tel que le cas de plusieurs travailleurs dans le monde. Donc, le bureau ici constitue-t-il un établissement stable? Donc, c'est ça la question. Donc, l'orientation qui a été prise par l'OCDE, donc, elle est négative, c'est-à-dire du fait de non-satisfaction de deux critères. Le bureau situé au domicile ne peut pas constituer un établissement stable du fait de l'absence de deux critères. Donc, la continuité de l'activité, donc ici on parle d'une activité qui n'est pas continue, et l'absence de contrôle et d'accès pour l'employeur. Donc, l'absence des deux critères vont nous orienter ou vont nous permettre de dire que les bureaux ne peuvent être constitués un établissement stable dans ce cadre de pandémie. Donc, passons maintenant aux agents. Les agents qui peuvent constituer un établissement stable. Donc, l'exemple est le suivant. Donc, si une personne travaillant temporairement à domicile pour un employeur non résident pourrait être qualifiée d'agent indépendant dans les activités dont aurait lieu à la création d'établissements stables. Donc ici, l'orientation qui a été prise par l'OCDE est fondée principalement sur l'article 5 du modèle des conventions fiscales de l'OCDE, donc qui dispose cet article que les activités d'un agent dépendant tel qu'un employé conduisent par une entreprise à la création d'établissements stables si l'employé conclut habituellement des contrats pour le compte de l'entreprise. Donc, dans ce cadre, étant donné que l'employé ne conclut pas habituellement le caractère habituel des contrats pour le compte de l'entreprise, donc on ne peut pas parler de la notion ou de l'existence de l'établissement stable. Parlons maintenant des chantiers de construction. Donc vous savez que cette pandémie a engendré donc la suspension de plusieurs activités sur plusieurs chantiers, donc un peu partout dans le monde. Donc bien sûr, on parle des chantiers de construction. Donc ici, il y a lieu de rappeler le principe d'imposition. Donc un chantier de construction, il constitue un établissement stable si sa durée est supérieure à 12 mois selon le modèle des conventions de l'OCDE et à 6 mois selon le modèle des conventions des États-Unis. Donc ici, la question principale qui se pose, la période de suspension, sera-t-elle prise en considération dans le calcul de cette durée, c'est-à-dire de la durée de 12 ou de 6 mois? Donc ici, l'article 5 également nous apporte une réponse de modèle de convention fiscale de l'OCDE qui dispose qu'un chantier ne doit pas être considéré comme ayant cessé d'exister si les travaux ont été momentanément interrompus. Donc, étant donné que les travaux sont momentanément interrompus, donc ici, les interruptions temporaires devront entrer pour le calcul de la durée d'existence d'un chantier de construction. Alors, après avoir vu des exemples sur la notion de l'établissement stable, passons maintenant aux considérations liées à la résidence. Donc la question, ici, on va commencer par les entreprises, bien évidemment. Alors, on va parler du changement du siège de direction. Donc, le changement du siège de direction d'une entreprise en raison de la délocalisation, donc chose qui était très connue durant cette pandémie, ou de l'incapacité de voyager également des directeurs généraux ou d'autres dirigeants. Donc, ici, la question qui se pose, ou la problématique qui se pose, il est à la double imposition de cette entreprise entre le pays de résidence et le pays de relocalisation. Donc, ici, l'article 4 nous apporte, bien sûr, on parle toujours des modèles de convention de l'OCDE, l'article 4 nous apporte la réponse et qui dispose que le siège de direction effective
doit être pris en considération pour déterminer la résidence de l'entité qui a été obligée de changer sa résidence. Donc ici, la réponse est claire. On doit toujours se référer au siège de direction effective. Donc maintenant, on va voir les considérations liées aux travailleurs frontaliers. Donc, on va prendre l'exemple de Monsieur X, qui est un travailleur frontalier et en confinement dans son pays de résidence et temporairement privé d'emploi en raison du Covid-19. Et grâce à un plan de relance de son employeur, elle continue à recevoir son salaire. Donc, si vous avez bien compris, ici, le problème il est à l'imposition du salaire. Est-ce que le salaire va être imposable dans le pays de résidence ou non? Donc ici, la réponse l'orientation de l'OCDE parle du pays de travail effectif. Donc ici, l'imposition revient au pays de travail effectif et non pas au pays de la résidence. Terminons avec le changement de résidence pour les personnes physiques maintenant. Donc, on va prendre également un autre exemple pour les personnes qui ont quitté temporairement son domicile et qui se retrouvent bloquées dans le pays où elle s'est rendue à cause de la crise sanitaire. Donc, ici, la réponse, c'est que ces personnes seront bien sûr imposées dans leur pays de résidence habituel sans tenir compte des pays où ils se retrouvent bloqués. Donc voilà, donc je termine avec le critère de résidence. J'espère que j'étais pas lent, j'étais bref dans mon exposé durant ces 20 ou 25 minutes. J'espère que j'ai apporté une valeur ajoutée à travers cette intervention, aussi bien en termes de politique et de mesures fiscales, mais également en termes d'impact de cette crise sanitaire sur les termes clés des conventions fiscales internationales. Merci encore pour l'IT Business School, pour l'ensemble des interventions et des conférences qui est en train de travailler. Merci à vous pour votre attention. Rabbi Ahmed Tounes et bonne soirée.